Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir Mariette Darigrand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adeline. Et Olivier Ravanello est là Bonsoir. aussi. Bonsoir Olivier. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir la peur de la grande pénurie de kérosène. Le prix du carburant des avions a plus que doublé depuis le début de la guerre en Iran il y a maintenant 2 mois. Les compagnies aériennes s'organisent, les voyageurs eux s'inquiètent et nous en parlons ce soir avec vous. Thierry Brosse, bonsoir. Bonsoir. Professeur à Sciences Po, spécialiste des énergies. Merci d'être là aux côtés de Claire Boulot. Bonsoir. Bonsoir. Chef de rubrique au magazine Challenge, spécialiste du trafic aérien. Merci également d'être là avec Guillaume Beurdelet. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint des entreprises du voyage. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à Chaque Voix compte ce soir. Mariette, quel mot du jour allez-vous nous décrypter ? Écoutez, pénurie, ça s'impose ce soir, voilà, comme dans pénurie de carburant. Alors, le mot revient beaucoup en ce moment, alors que d'habitude, on parle plutôt de crise pétrolière ou de rupture d'approvisionnement. Donc, il faut se demander pourquoi. Olivier, quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir ? Je vais vous raconter l'histoire du 1er mai, qui, figurez-vous, n'est pas simplement une histoire de boulangerie, de fleuriste et de TVA. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure, d'autant que dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, on va parler du 1er mai aussi, la semaine de 4 jours précisément. Révolution ou illusion ? Le Parti socialiste semble vouloir en faire une grande mesure de son futur programme pour 2027. Eh bien, nous en débattrons tout à l'heure avec Pierre Larouturou, qui est économiste, ex-eurodéputé socialiste et grand défenseur de la semaine de 4 jours. Shannon Seban sera avec nous, elle est secrétaire nationale des Républicains. Et puis on demandera son avis aussi à Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, les directeurs des ressources humaines. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ou nous faire part de vos remarques. Vous flashez le QR code qui est là. Et Olivier Ravanello nous transmet toutes vos questions en plateau. On n'oublie pas non plus le Bourbon Express tout à l'heure, le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. Installez-vous confortablement. Chaque Voix compte, c'est parti. J'ai failli dire aussi, attachez bien vos ceintures, parce que plus 150%, c'est la hausse qu'a connue le prix du kérosène depuis le début de la guerre en Iran. Les prix des billets d'avion sont déjà en train de flamber aussi, des vols commencent à être annulés. Les compagnies aériennes s'organisent sans savoir combien de temps va durer cette crise. Clément Perrault. Des avions cloués sur les tarmacs faute de carburant. Ce scénario est-il possible dans les prochains mois ? Ce matin, le président de la Fédération nationale de l'aviation se voulait rassurant, au moins pour les vacances d'été. On considère, dans l'état actuel de nos informations, jusqu'au mois de septembre, on a une bonne visibilité, une garantie que nous pourrons continuer d'opérer nos vols. L'inquiétude semble un peu plus perceptible à Bruxelles, où la porte-parole de la Commission lâche un peu de lest. Pour l'heure, il n'y a pas de pénurie de carburant dans l'Union européenne, mais des problèmes d'approvisionnement pourraient intervenir dans un futur proche, en particulier pour le kérosène des avions. Nous travaillons très étroitement sur ce sujet avec les pays membres et les industriels. En France, le ministre de l'économie le reconnaît, la situation est suivie de très près par le gouvernement. Je le répète, 20% de notre kérosène vient du Golfe, donc évidemment, on suit ça comme le lait sur le feu depuis le début. On avait annoncé aucune pénurie en avril, on n'a pas eu de pénurie en avril. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, on est à la fin du mois d'avril, c'est que je n'ai pas non plus d'inquiétude pour le mois de mai. Cette pénurie possible n'est pas à l'origine des annulations de vols déjà annoncées pour mai et juin par plusieurs compagnies aériennes, notamment Transavia. L'explication, c'est la perte de rentabilité. Certains avions ne se remplissent pas assez parce que les billets sont trop chers. Et pour cause, le kérosène d'avion était vendu 750 $ la tonne avant la crise pétrolière. Il est passé à 1900 $, une augmentation de plus de 150%. À de tels niveaux, impossible d'éviter la hausse des prix pour les passagers. L'IATA, l'association du transport aérien international, prévoit une hausse des billets entre 20 et 40% par rapport à l'été 2025. Dans ce contexte particulièrement tendu, les représentants des compagnies aériennes seront reçus par le gouvernement mercredi prochain, le 6 mai. Objectif, faire le point sur les réserves en kérosène et voir comment les aider à limiter la casse. Alors Thierry Brosse, pour que l'on comprenne bien, je voudrais qu'on soit très pédagogique sur le kérosène d'abord. C'est quel genre de carburant ? C'est fait comment du kérosène ? Alors le kérosène, c'est vous prenez du brut
et vous allez le raffiner. Du pétrole brut. Du pétrole brut, vous allez le raffiner, vous le mettez dans une colonne à distiller. L'objectif, c'est de classer les molécules. Le brut, c'est un cocktail de molécules. Vous allez avoir des molécules légères en haut, qui font pour l'essence, et puis des molécules lourdes que vous utilisez pour le bitume au bas de votre colonne. Et au milieu, vous avez le diesel et le kérosène. Et le kérosène, c'est un produit qui est un peu unique, puisqu'il faut que sa spécification soit la même sur toute la planète, puisqu'il faut que votre avion, il arrive dans un aéroport B, il repart dans un aéroport C, il est le même, s'approvisionner avec le même carburant. Avoir le même carburant. Donc voilà l'objectif. Alors il existe des kérosènes alternatifs, ce qu'on appelle du kérosène durable. Ça, c'est ce que la Commission veut que l'on utilise, c'est-à-dire qu'il n'est pas produit à partir de pétrole et qui donc a moins d'impact négatif sur le climat. Par contre, aujourd'hui, on en consomme très peu. L'objectif, c'est de mettre 2% et ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Et en plus, là, vous voyez, il y a une augmentation de 150%. Le kérosène durable, c'est presque 10 fois plus cher que le kérosène pétrolier. Mais le prix du kérosène, il est fixé de quelle façon? Il dépend lui aussi forcément du prix du baril de brut. Alors, par ordre 1, mais aussi, en fait, il dépend du prix du kérosène à Rotterdam. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a beaucoup flambé parce qu'en Europe, on ne produit pas assez de kérosène. Le ministre l'a rappelé, on importait 20% de notre kérosène du Golfe. Avant, on importait, je vous rappelle, c'est les mêmes coupes que le diesel, on importait ça de Russie. Maintenant, la Russie l'a interdit. On importait ça avant de Chine. La Chine a interdit ses exportations. Et donc, il faut se battre pour avoir du kérosène disponible ailleurs. Et c'est ce qui fait monter le prix. Et c'est d'ailleurs pour ça que le kérosène est un des produits qui a le plus flambé. Vous regardez, l'essence a beaucoup moins progressé que le kérosène. Mais c'est ce que tout le monde a du mal à comprendre, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le kérosène aurait dû augmenter dans les mêmes proportions que le gasoil. Non, parce que, en fait, ça dépend. En fait, c'est la règle pour la souveraineté énergétique. Quand vous produisez quelque chose sur votre sol, vous êtes moins à risque. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'aller le chercher très loin chez quelqu'un d'autre en concurrence. Et là, comme on ne produit pas suffisamment de kérosène, on produit suffisamment d'essence sur notre sol, mais pas suffisamment de kérosène. C'est pour ça que le prix du kérosène a augmenté plus que le gazole. Par contre, il y a un autre élément dont il faut tenir compte, c'est la taxation. Quand vous allez acheter un litre de diesel, vous achetez un litre dont l'État a pris 60%. Quand on remplit son avion, enfin moi j'en ai pas, mais quand on remplit un avion dans une compagnie aérienne, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Donc cette hausse-là, elle se transmet automatiquement dans le billet. Et c'est pour ça que vous voyez dans le reportage, on vous dit entre 20 et 40% d'augmentation. Et en plus, il faut rajouter que plus votre billet est en classe économique, plus le prix vous allez sentir le prix sera élevé. Voilà, plus la hausse sera élevée. Et donc c'est là où on trouve des compagnies low cost qui sont obligées de supprimer des vols parce que c'est devenu trop cher pour les consommateurs. On importe 20% de notre kérosène du Moyen-Orient. Il y a d'autres sources d'approvisionnement. Ça vient d'où ? Aujourd'hui, alors ça vient ni de Russie ni de Chine, ça peut venir des États-Unis et ça peut venir d'Inde. Et donc en ce moment, est-ce que le kérosène qu'on n'arrive pas à importer du Moyen-Orient, on arrive à aller le chercher aux États-Unis ? Oui, si vous payez suffisamment cher, mais si quelqu'un en veut plus, il va rerouter la cargaison. C'est au plus offrant. C'est le plus offrant. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé en 2022 dans le gaz, je vous rappelle. On voyait les cargaisons qui allaient au plus offrant. Et donc aujourd'hui, en 2022, finalement, on n'était pas trop mal lotis parce qu'on était riche. Mais en 2026, cette crise-là, elle affecte aussi des pays riches. L'Australie cherche du kérosène. Le Japon va chercher du kérosène. Et ce n'est pas des pays pauvres. Et donc, eux vont pouvoir se dire, je vais surenchérir. Le Vietnam cherche du kérosène. Le Vietnam n'est pas suffisamment riche. Les avions du Vietnam sont cloués au sol. Une dernière question vraiment sur ce point. Est-ce qu'on a oublié de développer des capacités de raffinage du kérosène en Europe ? Oui, on a oublié parce que finalement, dans le monde globalisé, ce n'était pas grave. Et finalement, on se disait, on peut le trouver ailleurs. Mais vous avez raison, on a oublié. Et puis, deuxièmement, je vous rappelle qu'on avait des objectifs climatiques qui étaient extrêmement ambitieux, qui étaient tellement ambitieux qu'on disait aux raffineurs, finalement, on n'aura plus besoin de votre outil de raffinage. C'est pour ça qu'on a fermé des raffineries. Et donc, si vous dites à des gens ce que vous faites n'a aucun intérêt pour le climat et pour demain, ils ne vont pas investir des milliards pour le remettre à jour. Et donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les productions de kérosène, elles ne se font plus en Europe. Claire Boulot, est-ce que pour le secteur aérien, c'est un choc aussi fort qu'en 2020, quand tout s'était arrêté avec le Covid ?
Alors c'est un choc énorme, hein, c'est indéniable. Là, vous voyez bien des annulations de vols comme ça qui sont annoncées les unes après les autres au cours des dernières semaines. On voit quand même rarement ça. Pour autant, on n'est pas au niveau de la pandémie où les avions étaient littéralement cloués au sol. Il n'y avait quasiment plus de trafic aérien. On n'est pas à ce niveau de crise, mais ça reste quand même une crise que les directeurs de compagnie regardent de très près. Combien de compagnies, pour l'instant, ont déjà procédé à des annulations de vols ? Alors, on n'a pas le chiffre global. Ce qu'on sait, selon le cabinet Cirium, c'est que sur les 20 plus grosses compagnies au monde, 19 ont annulé des vols. Et ce que me disent certains acteurs du secteur un peu en coulisses, c'est que même certaines compagnies qui officiellement disent qu'elles n'ont pas annulé de vol, en fait, le font de manière plus ou moins discrète. Donc on est quand même sur un phénomène qui est massif et qui ne concerne pas que les low cost. Oui, parce qu'on parlait dans le reportage de la situation de Transavia. Est-ce qu'elle vous interroge aussi, la situation de Transavia, qui a annulé 400 vols pour le mois de mai et pour le mois de juin? À cause de quoi? Eh bien alors, c'est ce qu'expliquait le reportage. Il y a un premier facteur, c'est quand finalement les prix sont trop élevés et que les passagers finalement ne prennent plus les vols. Ça, c'est presque ce qui pourrait se passer après. Aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt les compagnies aériennes qui regardent en fait tout simplement leur compte de résultats et qui se rendent compte que quand le coût du kérosène il arrive à 45% des coûts totaux, parfois certaines lignes ne sont plus rentables. Donc les gens prennent encore l'avion en fait. Paradoxalement, on a l'impression que les gens ne prennent plus l'avion. Est-ce que ça touche des lignes en particulier? Ça peut toucher certaines lignes en particulier. Des petits courriers, des longs courriers? Alors ça touche un peu plus les low cost, effectivement, parce que comme leurs coûts en général sont plus bas, la facture du kérosène proportionnellement est plus élevée. Ça touche les compagnies plus fragiles et ça touche sur certaines compagnies. On a vu que c'était paradoxalement par exemple les lignes domestiques qui sont parfois pas les plus rentables. Mais ça dépend vraiment des modèles. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie de kérosène? Alors je pense que c'était une bonne idée de choisir ce mot comme le mot du jour parce qu'effectivement on est sur un mot qui revient très, très souvent. Je pense que ce qui crée le débat, c'est que le discours n'est pas très clair et pour être honnête, je pense que les acteurs eux-mêmes ne savent pas trop en fait ce qu'il en est. D'un côté, on entend tout et son contraire. Exactement. Voilà. D'un côté, on a des discours très rassurants comme celui de Pascal de Izagirre, le président de la Fédération du transport aérien, qui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, au moment où on parle, il n'y a pas de pénurie. Ce matin, Air France KLM présentait ses résultats financiers. Le directeur financier a dit que jusqu'en juin, il n'y avait pas de problème. Pour autant, certaines organisations comme l'AIE ont dit que d'ici quelques semaines, il pourrait y avoir une pénurie. Donc on a en fait des discours assez dissonants. Et ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop combien de temps va durer la guerre et du coup, quels seront les impacts. Oui, je pense que ça dépend de ce qu'on entend par pénurie, mais ce que l'Agence internationale de l'énergie a dit depuis le début de cette guerre, quand ils ont remis les stocks stratégiques sur le marché, ils ont dit il va falloir changer notre modèle, il va falloir faire du télétravail chez soi, il va falloir baisser la vitesse sur les autoroutes et il va falloir moins prendre l'avion. Et donc, effectivement, c'est ce qui est en train de se produire. Alors, ça ne s'appelle pas une pénurie parce que finalement, c'est ce qu'on appelle en économie le signal prix. Donc, quand le billet vient trop cher, les gens ne prennent plus l'avion et les compagnies aériennes n'affrètent plus l'avion. Donc, en fait, il y aura toujours du kérosène, mais il n'y en aura que pour les riches. On va devenir un monde où voyager en avion va devenir un produit de luxe. Comme au début des années 80, non ? Alors avant de revenir en arrière, on va justement explorer ce mot pénurie avec Mariette Darigrand. Mariette, elle est sémiologue, c'est son métier d'analyser le sens des mots. Et vous vouliez vraiment ce soir nous parler de ce mot pénurie qui englobe des images, un imaginaire, mais aussi un vrai sens. Exactement. Quand on entend ce mot pénurie, on a dans la tête des images de guerre, effectivement, des images de villes en ruine, où les gens manquent de tout, d'eau, de pain, etc. Dans des villes actuelles, à l'étranger. Et puis chez nous, en France, évidemment, la période 39-45, la pénurie, les tickets de rationnement, on voit très bien. Alors, ces évocations, elles animent nos esprits parce que notre imaginaire, surtout à cause du XXe siècle, a relié ensemble la guerre et la pénurie. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà dit, comme cela, notre discours collectif aujourd'hui, dans l'actualité, eh bien oui, ce mot de pénurie revient parce que la guerre est revenue. Alors, elle est lointaine, mais son impact est bien sûr là. Et l'éventuelle pénurie de carburant, cette expression-là, nous le rappelle complètement, Adeline. Mais en réalité, l'étymologie de pénurie, elle est bien différente. Elle n'est pas dans la guerre. Elle n'est pas du tout dans la guerre, en fait. L'origine, le mot, il est dans l'alimentation. En fait, ça concerne nos vivres. Pénuria en latin, c'était le contraire, c'est sur la racine penum, penus, c'est-à-dire ce qu'on mange, les vivres. Donc la pénurie, c'était le contraire, c'est le manque, quoi. En gros, le manque et peut-être la famine, la disette, etc. Alors c'est intéressant parce que c'était au centre
de la maison que ça se passait, les vivres, le garde-manger. Et c'est de là que vient l'expression les pénates, hein, quand on dit « je vais rejoindre mes pénates ». En fait, on dit « je vais rejoindre mon anti-pénurie » en quelque sorte. Alors c'est drôle. Quand je vais regagner mes pénates, c'est je vais rejoindre là où il y a un garde-manger bien rempli. Exactement. Alors cette vision des choses un peu naïves, ancestrales, elle est bien sûr liée au monde agricole d'antan. La pénurie, à ce moment-là, elle était pensée comme le contraire de l'abondance. Elles étaient toujours en dialectique. On en a beaucoup, on n'en a pas du tout. Et c'était, il fallait implorer la lune, le vent, etc., la pluie. Si la pluie était bien là, eh ben, il n'y avait pas de pénurie, etc. Sinon, c'était la disette, la famine. Alors nous qui sommes hypermodernes, surtout avec nos avions, etc., on pourrait penser qu'on est complètement protégés de cette vision. Mais en fait, c'est ça qui nous rattrape, malgré le fait que nous soyons, depuis la révolution industrielle, protégés d'une certaine façon des risques de famine, des risques de pénurie. Ça nous revient avec la question aujourd'hui de l'énergie. Parce qu'après tout, pour nous, pour voyager, mais pour faire voyager nos vivres, on a besoin de ne pas être dans la pénurie. Alors c'est là où c'est intéressant sous l'angle de l'hypermodernité dans laquelle nous sommes. Elle ne nous protège vraiment pas de tout. C'est un peu, Adeline, ça me fait penser, ce succès du mot pénurie, comme pendant la crise du Covid, quand on a découvert qu'il y avait la pénurie de paracétamol. Oui, ou de moutarde même. Fort heureusement, vous nous dites que le mot pénurie, il peut aussi avoir une phase positive. Voilà, et je terminerai là-dessus, parce que quand même, il y a aussi le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a inventé beaucoup de choses, et vous vous souvenez de ce grand best-seller du XIIIe siècle, le roman de la rose, et il y avait des allégories, la dame tempérance, la dame paix, etc. Et il y a eu à un moment donné la dame pénurie. Et qu'est-ce que nous disait la dame pénurie, et l'auteur qui avait voulu faire sa petite leçon de morale, c'est que peut-être le manque obligeait les hommes à être un peu inventifs. Donc, Dame Pénurie, elle avait une force physique et morale qui poussait au travail pour éviter le manque. Alors écoutez Adeline, à la veille du 1er mai, on va retenir la leçon médiévale. Hein. La pénurie est une menace, mais elle peut être aussi une arme contre le découragement et pour la survie. Ça vous inspire peut-être, Guillaume Beurdelet, vous qui êtes le secrétaire général adjoint des entreprises du voyage. Est-ce que d'abord, quand en ce moment les clients appellent les agences de voyage ou les tour opérateurs, cette peur de la pénurie, elle existe déjà en ce moment ? Écoutez, je dirais qu'à date, on a un petit peu d'attentisme de la part des clients qui regardent comment les choses se passent, qui repoussent pour certains un petit peu leur décision de réservation. On a un léger décalage par rapport à l'année dernière à la même date. On va voir comment les choses évoluent. Là, on a le pont de mai qui arrive, peut-être des prises de décision qui vont se faire un peu plus tardivement au mois de juin. Pour vous donner une idée, à date, on a moins 8% de réservations par rapport à l'année dernière à la même date, qui était une très bonne année. Mais comme vous dites, il y a un attentisme qui fait que c'est compliqué pour l'instant d'évaluer le niveau de réservation pour juillet-août. Pour juillet-août, on est très clairement à moins 8% par rapport à l'année dernière. Donc un niveau mesuré, mais qui est plus important, il est vrai, pour les destinations long courrier, où le prix du billet d'avion est plus important aussi. Claire Boulot, je parle sous votre contrôle. Juillet-août, c'est les 2 plus gros mois de l'année pour les compagnies aériennes. Tout à fait. Elles savent qu'elles jouent gros. Oui, mais la différence avec les chiffres du tourisme, c'est que le transport aérien, pour l'instant, ça ne se voit pas encore énormément dans les chiffres. La Air France-KLM publiait ses résultats du trimestre et en fait, paradoxalement, la demande est encore là. En revanche, leurs prévisions sur l'année ont été rabaissées, effectivement. Et il va y avoir une réunion la semaine prochaine, le 6 mai, à Bercy, avec les compagnies aériennes que le gouvernement a décidé de réunir. Et cette réunion, elle va notamment porté sur le respect et la protection des consommateurs. Guillaume Beurdelet, est-ce que vous redoutez une période de grand n'importe quoi pour les voyageurs ? Écoutez, en l'état et globalement, les compagnies aériennes ont été plutôt responsables et n'ont pas répercuté d'ailleurs la totalité de la hausse du coût du carburant, de l'augmentation qu'on a vue de plus de 2 fois et demi. Aujourd'hui, ce qu'on constate chez les compagnies aériennes, c'est environ 10 € sur du moyen courrier, 100 € sur du long courrier. Donc on n'a pas, sauf exception, de mauvais élèves sur le sujet. Sauf exception. Qui sont les mauvais élèves, Guillaume ? On a une compagnie aérienne qui a décidé d'innover, on va dire Volotea, la compagnie espagnole dont on a parlé déjà ces derniers jours, et qui, elle, annonce le prix final quelques jours avant le départ, voire à l'aéroport. Ce qui, évidemment, nuit un peu à la lisibilité du prix. Quand on réserve, on compare, on regarde les différentes compagnies aériennes, et si le prix est évolutif, ça rend la comparaison plus difficile, ça c'est certain. Sauf cette exception, voilà, on n'a pas de... Bien justement, les agences de voyage, elles commencent effectivement à sentir l'attentisme dont vous parliez. Reportage signé Hélène Bonduel.
Dis-moi, Mary, est-ce qu'on aurait reçu des dernières nouvelles concernant éventuellement les annulations de vol ou les hausses carburant depuis hier? Oui, alors on a celui de Volodea. Très bien. Qui fait en fait... On paye un supplément, ok, sur les billets déjà achetés, donc déjà émis. Depuis plusieurs semaines, les mauvaises nouvelles comme celle-ci se multiplient dans cette agence de voyage. On reçoit de façon quotidienne des newsletters de compagnies aériennes, que ce soit les compagnies aériennes du Golfe qui remettent leur situation à jour au niveau des politiques commerciales, mais aussi des suspensions et éventuellement des suppressions de lignes aussi comme Turkish Airlines qui vient de supprimer, je crois, environ une dizaine de lignes majoritairement sur des axes Afrique. Et pour cette spécialiste des voyages sur mesure à travers le monde, c'est autant de clients qui se désistent ou reportent leur voyage. Depuis la fin février, lorsque l'on compare avec l'année précédente, on est sur un recul de 50% du montant total facturé, donc 50% de recul des ventes. Entre l'incertitude sur la situation internationale et le coût des billets d'avion, les Français boudent les voyages lointains et optent pour des séjours en France. L'avantage, c'est qu'on a une maison de famille et que du coup, ça minimise les coûts et les dépenses des vacances. Pour les prochaines vacances, un voyage en avion était envisagé, mais bon, on attend un petit peu de savoir comment ça va se passer. Et ce sera peut-être finalement la voiture. Mais en voiture aussi, le budget carburant est en hausse et il pèse sur le choix des vacances. Bonjour, je peux vous renseigner? Alors les voyagistes redoublent d'inventivité pour attirer les touristes. Cet hébergeur, par exemple, propose une garantie sérénité météo avec remboursement à la clé. Ou encore un bonus carburant. Au fur et à mesure finalement de cet attentisme qu'on a vu, on s'est dit comment nous on peut contribuer aussi là-dessus. Donc on a mis en place une offre sur l'ensemble de nos résidences vacances qui consiste à dire une offre carburant. Donc c'est un bon d'achat de 80 € qu'on va donner à nos clients pour un séjour ultérieur en fait chez nous. Les séjours pourraient être plus courts aussi cette année et les dépenses sur place en net repli. On le disait, il y a beaucoup d'attentisme, mais précisément, est-ce que vous conseillez aux futurs vacanciers d'acheter leur billet maintenant ou d'attendre ? Alors, il y a une règle qui est immuable et qui est toujours valable dans la période qu'on connaît actuellement. Plus tôt on réserve et moins cher est le billet. Les montants de surcharge carburant dont je vous parlais, 10 €, 100 € pour le long courrier, eh bien, si vous êtes le dernier à monter dans l'avion, il y a un yield management aujourd'hui et vous paierez votre billet beaucoup plus cher. Donc ce serait une mauvaise idée que d'attendre en espérant une baisse éventuelle du coût du carburant qui viendrait baisser le prix du billet d'avion. Plus on attend, plus l'avion se remplit, plus les billets sont chers. Mais on voit bien qu'il y a un problème d'inquiétude, voire de confiance. Quand on voit par exemple les pratiques de la compagnie dont vous parliez tout à l'heure, qui va infliger un supplément à un vol déjà payé, d'abord c'est légal ? Alors, ce n'est pas à moi de le dire, je pense que c'est à la répression des fraudes éventuellement de faire son enquête et de qualifier la mesure qui est inédite et qui n'a jamais été pratiquée par une autre compagnie aérienne. Moi, ce que je constate, c'est que c'est la seule actuellement à avoir ce comportement. Et il y a aussi des voyageurs qui redoutent de pouvoir partir et puis de ne pas pouvoir revenir si le vol retour n'est pas assuré parce qu'il y a des avions qui vont peut-être être cloués au sol. C'est une éventualité ? Alors pour ça, il y a une solution qui est très simple. C'est que l'on réserve en agence de voyage, comme on l'a vu dans le reportage, ou sur Internet, c'est d'acheter l'hébergement et l'avion en même temps. Alors on peut acheter un voyage sur mesure, on peut acheter un petit package vol plus hôtel. Dans ces cas-là, le site de voyage, l'agence de voyage auprès de qui vous avez réservé, elle se doit de vous accompagner avant, pendant, après voyage. Et si le vol est annulé, elle se doit, quoi qu'il arrive, de vous faire entrer. C'est pas forcément plus cher. Et donc, ça, c'est pour le cas où on prend un package hôtel plus vol. Si on pense de toute façon réserver et un vol et un hébergement, autant les réserver en même temps. Et on a cette garantie supplémentaire sur les prestations terrestres, mais aussi sur l'aérien. Vous observez déjà un report sur la France, sur des vacances en France ? Alors disons que la France se porte plutôt bien en termes de réservation. On est à peu près au même résultat que l'année dernière. Là où on a un petit peu de retard aujourd'hui sur le moyen, le long courrier. Donc on n'a pas un report de décision, mais des arbitrages qui ne sont peut-être pas faits pour ceux qui comptent partir à l'étranger. Par moins loin, en tout cas, pour le moment.
Claire Boulot, est-ce que cette crise, elle peut entraîner une faillite des plus petites compagnies? C'est ce que prédit le PDG de Ryanair. Oui, le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a toujours des bons mots, même dans les périodes de crise. Il ne perd pas son humour, au contraire. Pour autant, ce qu'il dit est vrai. En fait, il ne faut pas s'attendre à des faillites d'entreprises qui iraient très bien. Ce n'est pas du tout le cas. Mais en revanche, on voit des compagnies aériennes qui étaient dans une situation critique et pour lesquelles c'est le coup de massue fatal. Aux États-Unis, il y a une compagnie qui s'appelle Spirit Airlines qui était en grande difficulté et qui là est proche de la liquidation et qui attend de voir si l'administration va lui donner un chèque de 500 millions de dollars. En Europe, la compagnie allemande Lufthansa possède une compagnie régionale qui s'appelle CityLine et dont elle a annoncé la liquidation. Donc pareil, c'est quelque chose qui était déjà évoqué, mais le coup de massue est tombé tout de suite. Est-ce que c'est aussi une menace pour les petits aéroports qui peuvent rencontrer des difficultés d'approvisionnement en France, je veux dire, on sait que Roissy et Orly, il y a un oléoduc qui relie directement le tarmac au port pétrolier du Havre. Mais ce n'est pas le cas des autres aéroports français. Est-ce qu'à un moment, cette crise du kérosène, elle peut aussi avoir un impact sur la survie de petits aéroports ? Pour l'instant, ce qu'on disait tout à l'heure, les pénuries ne touchent pas du tout les aéroports, même les petits aéroports régionaux. Leur problématique, ces aéroports, c'est qu'ils dépendent beaucoup des low-cost. Souvent, dans certains petits aéroports régionaux, il n'y a qu'une low-cost qui les dessert. Si jamais les low-cost sont confrontés à une équation économique compliquée et décident de ne plus desservir ces aéroports, alors là, la question se posera. Et ça reste des décisions publiques, en fait, de les maintenir ou pas, ces aéroports. Thierry Brosse, dans ce contexte du kérosène et de cette réunion du 6 mai prochain à Bercy, il est question avec les compagnies aériennes de leur apporter une garantie de sécurisation des approvisionnements. Quelles mesures doivent être prises ? Il y a des stocks stratégiques aussi de kérosène en France. Oui, alors il y a des stocks stratégiques de kérosène, d'autres produits et de pétrole qui sont remis sur le marché au moment où on parle, puisque c'est une décision de l'Agence internationale de l'énergie, et qui sont remis dans le marché global. Et donc effectivement, ce n'est pas vers telle compagnie ou vers telle autre. Effectivement, c'est déjà le cas. On est déjà en train de débloquer des stocks stratégiques de kérosène. De stocks stratégiques pétrole et produits pétroliers. Donc effectivement, et au niveau mondial, c'est de l'ordre de 3 millions de barils par jour. Alors pas que pour le kérosène, mais 3 millions de barils par jour. Donc ça, c'est pour effectivement être en capacité de subvenir aux 20 millions qui nous manquaient par Hormuz. Donc vous voyez, ça fait qu'un petit bout du chemin. Et puis, sur ces problématiques de kérosène, ce que l'on peut dire, c'est que certes, les aéroports français sont peut-être mieux épargnés, mais il y a des aéroports dans des pays qui sont plus mal desservis, l'Italie et le Royaume-Uni, qui, eux, vont commencer à souffrir parce que chaque aéroport va devoir essayer de récupérer le kérosène au niveau international. Donc c'est ça la problématique aujourd'hui. C'est quoi? C'est une bataille entre pays sur je fais venir des tonnes de kérosène et je me débrouille tout seul dans mon coin? Ça va être une bataille, même si le ministre veut avoir un schmilblick qui essaye de regarder ça dans l'ensemble, ça ne va pas se faire comme ça. C'est le marché, et le marché, c'est la concurrence, c'est le plus offrant. Et effectivement, on verra des compagnies, si elles n'ont pas les moyens, eh bien finalement, elles vont ne pas être en capacité d'acheter ce kérosène. Mais c'est ce qui garantit le fait qu'il n'y aura pas de pénurie. Parce que l'option inverse, c'est-à-dire de donner à tout le monde du kérosène pas cher, ça garantit la pénurie. Ça veut dire qu'il y a des moments... C'est le même problème que pour les carburants des voitures, en fait. C'est exactement le même problème que pour le carburant des voitures. Et c'est pour ça qu'on critique beaucoup, mais le marché est souvent la seule solution ou la solution la plus acceptable pour le faire. Sachant que le kérosène dont on parle, celui qui n'arrive plus, les 20% du Moyen-Orient, c'est du kérosène qui est aussi bloqué dans ce détroit d'Ormuz? C'est du kérosène qui n'est pas produit. Et donc, effectivement, pour une partie, il est bloqué, mais pour l'autre, c'est à partir de raffineries qui ont été arrêtées qu'il faudra remettre en route. C'est à partir de raffineries qui ont aussi été abîmées. Il y a eu des drones vers ces raffineries. Donc, la solution du problème, elle n'est pas demain. La solution du problème, il faut d'abord réouvrir Hormuz. Donc ça, vous allez voir Donald Trump pour savoir quand est-ce qu'il veut le faire. Et ensuite, on lui a demandé, il ne sait toujours pas. Une fois qu'on a résolu ce problème-là, il faudra remettre en route les productions et les capacités de raffinage. Donc ça peut prendre plusieurs mois, ne serait-ce que pour revenir à la situation d'avant. C'est pour ça que l'AIE dit bien que c'est une crise systémique et qu'elle va durer un petit moment. Claire Boulot, ça veut dire que les compagnies aériennes, elles se projettent aussi dans cette crise durable ? Elles disent qu'elles n'en savent rien. Effectivement, que, par exemple, si je reprends l'exemple d'Air France, là, ils ont estimé à 2,4 milliards le surcoût du carburant sur l'année.
ce qui est quand même colossal, tout en disant que sur 3e trimestre et 4e trimestre, aucune visibilité de ce qui va se passer. Parce qu'on voit bien qu'on est déjà à 2 mois de conflit. Il y a encore 1 mois, les compagnies espéraient que ce soit terminé. Donc ils naviguent à vue. Et vous partagez ce que dit Thierry Brosse sur le fait que, à partir du mois de juin, juillet, en fait, prendre l'avion, ça va devenir un truc de riche? Pas forcément, à mon avis, on va plus se diriger vers des annulations des lignes qui ne sont pas rentables que vers une explosion des prix, parce que les compagnies aériennes n'ont aucun intérêt à augmenter drastiquement les prix. Les avions ne seront plus remplis, un avion qui n'est pas rempli, il n'est pas rentable. Oui, c'est la quadrature du cercle, en fait. Voilà, donc moi j'imagine plutôt des annulations qui augmentent si on est toujours dans cette situation, et donc un resserrement du trafic sur les lignes les plus rentables. Guillaume Beurdelet, comment vous voyez les choses? On voit qu'il y a des voyagistes qui s'organisent en assurant des plans B, un service plan B, un service météo garantie, un service bonus carburant. Oui, alors ça c'est plutôt pour les opérateurs qui sont présents en France et dont les clients vont venir en voiture. Pour ceux qui partent à l'étranger, aujourd'hui, il n'y a pas d'opérations commerciales particulières qui sont faites. Les prix se trouvent au bon niveau et là où il devrait être, et on n'a pas une catastrophe sur les réservations qui justifierait. Est-ce que vous vous dites qu'au contraire, ça peut être une aubaine pour vous, voyagistes, dans la mesure où ce que vous dites, c'est-à-dire la garantie voyageur sur des vacances organisées, vol plus hôtel, plutôt que de fabriquer son voyage de chez soi en réservant un vol et puis ensuite en réservant des locations sur place? Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas être le retour en grâce du voyagiste parce qu'il va pouvoir assurer un service aux voyageurs en cas de galère? Oui, mais c'est certain. Je pense que les Français s'en sont déjà rendus compte pendant la période Covid qu'on a connue il y a quelques années, la crise sanitaire, avec l'accompagnement qui a eu lieu. Ils s'en sont rendus compte à nouveau en plein cœur de la crise au début du mois de mars, quand tous les rapatriements ont été faits pour faire rentrer les clients. On s'en est occupé également. Et là, pour cet été, évidemment, on offre aussi cette réassurance et ça justifie en effet l'intermédiation. Une dernière question, Claire Boulos, ce qui est surprenant, et c'est une info que vous révélez dans Challenge cette semaine, c'est que Air France vient d'augmenter les salaires de ses pilotes. Oui, alors c'est un malheureux hasard de calendrier. C'est bien évidemment pas une conséquence de la crise actuelle, mais le calendrier n'est pas idéal. Effectivement, des négociations, c'est ce qu'on appelle des négociations catégorielles. Donc, à la différence des négociations annuelles, elles n'ont pas lieu tous les ans. Et effectivement, elles ont abouti à peu près au moment où la crise s'est révélée, avec une augmentation de à peu près 1 à 2% pour les pilotes. Donc, c'est pas non plus colossal, mais c'est vrai que le timing n'est pas idéal. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus en parler ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Dans un instant, on va parler de la semaine de 4 jours. Passer à la semaine de 4 jours, je ne sais pas si ça vous dit, on va se demander si c'est une révolution ou plutôt une illusion. Et nous en débattrons avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Olivier Ravanello. Ah oui, Olivier, vous vouliez nous parler ce soir du 1er mai, parce que c'est un sujet qui a divisé jusqu'au Conseil des ministres hier matin, finalement. Il y a Gérald Darmanin hier qui a rappelé l'histoire politique et sociale de la France, commémorée aussi lors du 1er mai. Oui, et loin des débats uniquement sur où acheter son petit pain au chocolat le 1er mai, se rappeler, se remémorer certaines choses. Et par exemple, l'origine de ce 1er mai. Pour cela, il faut aller, et c'est assez surprenant, aux États-Unis, et notamment à Chicago, devant les usines McCormick. Le 1er mai, on est en 1886, les ouvriers manifestent à Chicago. Pourquoi le 1er mai? Parce que c'est le jour de paye, et c'est en même temps le jour où, en général, les contrats un peu plus longs et les engagements sont renouvelés. Le slogan, il est 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. C'est les 3-8 de l'époque, c'est ça? En quelque sorte. Et cette revendication, vous allez voir, elle va durer pendant pas mal de temps. Ces 3 jours donnent lieu à des affrontements avec la police. Tout cela va être extrêmement sanglant et ça va marquer évidemment les imaginaires dans la classe ouvrière. Quelques années plus tard, en France, cette date du 1er mai va se diffuser et puis elle va être retenue pour manifester un peu partout dans les pays d'Europe. Et là aussi, regardez, on retrouve une image où vous voyez cette revendication des 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs en France pour les manifestations du 1er mai. L'occasion de se rappeler que la journée de 8 heures ne sera instaurée qu'après la Première Guerre mondiale en 1919 et de se rappeler aussi que le 1er mai devient jour férié et chômé, payé en 1947. Longtemps, dans ces manifestations, ces cortèges du 1er mai, on chante une chanson, Le temps des cerises.
Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Chantez pas, Olivier, je suis déçue. Et je peux. Cerise qui tombe sur la feuille en gouttes de sang. Cette chanson d'amour, à l'origine, va devenir la chanson de la Commune de Paris, les gouttes de sang devenant les gouttes du sang des manifestants morts pour la cause de la Révolution ouvrière. Quant aux fleurs, ça n'a pas toujours été le muguet. Pendant longtemps, ça a été l'églantine, rouge, bien sûr. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que la tradition du muguet s'installe comme étant la fleur à la fois du printemps et de l'espoir. Et puis, il y a les heures de gloire du 1er mai. Et oui, le 1er mai a connu son heure de gloire, notamment dans les années 60, 70, 80, lorsque la révolution internationale s'est imposée sur une grande partie de la planète. L'occasion de se rappeler qu'à cette époque, on avait plutôt tendance à oublier, on feignait d'oublier les millions de morts qui étaient dans les goulags soviétiques. On oubliait la dictature en URSS, mais aussi dans l'Europe de l'Est, ou en Asie, ou en Afrique, ou encore à Cuba, parce que tout ce petit monde se retrouvait à Moscou pour manifester le 1er mai. On va voir l'image de Fidel Castro, invité à Moscou. Un petit peu plus tard, en France, notamment dans les années 80, la manifestation du 1er mai prend un tour beaucoup plus politique. C'est en quelque sorte une façon de montrer la capacité de mobilisation de cette gauche ouvrière, d'instaurer un rapport de force dans la rue pour dire, voilà, on s'est compté en quelque sorte, comme disent les députés, mais là on s'est compté dans la rue. Et voilà ce que nous représentons. Capacité à se mobiliser qui, évidemment, s'est un peu érodée au fil des années. Alors justement, puisque cette mobilisation semble s'éroder, est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de la logique et rendre ce jour encore plus banal en permettant à ceux qui le souhaitent de travailler? C'est le débat du moment depuis des semaines. Ben oui, c'est un élément du débat. Donner la possibilité appréciable pour les moins aisés de pouvoir travailler un jour qui va être payé double, parfois triple dans certains cas. Oui, c'est en effet du pouvoir d'achat qui, pour beaucoup, compte. Mais le revers de la médaille, c'est que si vous rentrez dans cette logique, eh bien vous acceptez de ne plus commémorer, c'est-à-dire de ne plus se rappeler ensemble. Et les commémorations, quand même, ça permet de se rappeler des choses assez fondamentales. Le 11 novembre, pour se rappeler de la folie des nations en 14-18. Le 8 mai, la folie des tyrans et des idéologies de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les fêtes religieuses aussi que l'on commémore dans les 11 jours fériés français, parce que ça fait partie de notre histoire. Et le 1er mai, c'est aussi une grande partie de notre histoire. C'est un pan de notre histoire commune. Alors si vous oubliez le 1er mai, tirez la logique jusqu'au bout, il faudrait oublier tout ce qui allait avec cela, la journée de 8 heures, les congés payés, les 2 jours de repos hebdomadaires, la sécurité sociale. Oubliez que tout ça n'est pas arrivé au pied d'un arbre de Noël, ni par la volonté du Saint-Esprit. Et bien voilà qui nous mène directement à la question qui fâche, Olivier. La semaine de 4 jours est une réalité pour les Français pendant 2 semaines avec les 2 vendredis fériés qui viennent. L'idée fait aussi son chemin dans la classe politique et sur le terrain puisque quelques entreprises ont fini par passer à cette semaine de 4 jours. Le Parti socialiste compte en faire une mesure de son programme pour 2027 et on en parle ce soir avec vous, Pierre Larouturou. Bonsoir. Bonsoir. Économiste, ex-eurodéputé socialiste et partisan, fervent défenseur de la semaine de 4 jours. Merci d'être là aux côtés de Shannon Seman. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national des Républicains. Merci de votre présence ce soir. Nous sommes aussi en direct avec Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Merci d'être avec nous. C'est Martin Bornet qui vous pose la question qui fâche ce soir. Dans la question qui fâche ce soir, un jour en moins qui change tout. Nous sommes jeudi soir et c'est déjà le week-end pour Laure Kinner. Mon week-end là, lundi. Depuis 3 ans, les 26 salariés de cette petite entreprise spécialisée dans le domaine de la santé travaillent 4 jours par semaine. Et d'après eux, cela change la vie. C'est un vrai confort, cette journée off dans la semaine. Elle permet un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand on se sent mieux, on a plus envie de venir travailler, on a plus envie de faire du bon travail,
que quand on tire sur la corde, qu'on est épuisé et qu'on ne voit pas d'issue. Première conséquence observable, les rares entreprises qui sont passées à 4 jours voient leur absentéisme chuter de 65% en moyenne. Vous pouvez voir donc toutes les cellules oranges qui représentent les journées S4, donc les jours non travaillés dans la semaine de chacun des salariés. Les dirigeants de l'entreprise s'y retrouvent eux aussi. Ils dénombrent moins de 5 jours d'arrêt maladie l'an dernier. Cette mise en place de la semaine de 4 jours, elle est pour les salariés, mais elle est aussi en ayant conscience d'un bénéfice pour l'entreprise, puisque on est convaincu que quelqu'un qui travaille intensément 4 jours peut produire quasiment autant que quelqu'un qui travaille à moitié 5 jours. 12% des entreprises françaises ont aujourd'hui adopté une forme de semaine de 4 jours, contre seulement 2% en 2021. Certains groupes politiques se sont emparés de la question, comme le Parti socialiste, qui envisage de l'inscrire dans son projet pour 2027. Mais la formule n'a pas que ses partisans. Certains salariés s'inquiètent du risque de surcharge et d'intensification du travail sur 4 jours. Et tous les secteurs ne peuvent pas se permettre cette organisation. Alors la question qui fâche, la voici. La semaine de 4 jours, révolution ou illusion? Eh bien voilà les termes de notre débat posé. Pierre Larouturou, vous êtes en quelque sorte l'avocat de la semaine de 4 jours. Vous en aviez même fait un livre en 2024. Vous vous dites que ça y est, là, le moment est venu? Et je vois que dans tous les pays d'Europe, nous, c'est vrai qu'avec Nouvelle Donne ou autrefois avec Michel Rocard, on s'est battu depuis très longtemps pour la semaine de 4 jours. Mais le débat revient pour 2 raisons au moins. Avec le Covid-19, on voit que les rapports au travail ont changé. Dans tous les pays d'Europe, les gens veulent un travail. Le travail, ça reste important, mais il n'y a peut-être pas que le travail dans la vie. Et donc, c'est pour ça qu'en Angleterre, en Allemagne, même en Pologne, le gouvernement de droite polonaise veut expérimenter la semaine de 4 jours pour cette demande d'équilibre. Deuxième raison, c'est garder des salariés ou attirer des salariés. Le jour, chez votre collègue Pascal Praud, c'est le patron d'un restaurant qui disait « j'allais plier le restaurant, je n'arrivais plus à recruter ». Les gens ne voulaient plus venir bosser 5 soirs de suite. Et quand j'ai dit que je passe à 4 jours, j'ai eu des meilleurs CV et j'ai fait ma meilleure année. Donc recruter des gens et les garder, c'est aussi un des objectifs. Et on voit là que l'absentéisme, l'entreprise qu'on vient de voir, oui. L'absentéisme est quasiment moins 65%. Oui. Oui, non, c'est toutes les entreprises qui sont passées à 4 jours au Royaume-Uni ou en France disent que l'absentéisme disparaît. Dernier raison, c'est il y a 3 semaines, le patron de OpenAI, à la une des Échos, c'est le patron de ChatGPT qui dit l'intelligence artificielle, il y aura des impacts positifs dans certains domaines, la santé ou ailleurs, mais ça va détruire de l'emploi. Il y a 1 an ou 2, on avait des doutes, et maintenant l'INSEE, je ne vais pas être trop long, mais l'INSEE vient de sortir une étude pour dire que l'emploi dans l'informatique recule. Et ou bien on va vers une catastrophe, la patronne du FMI dit qu'on peut avoir une dislocation du travail, ou bien le patron de ChatGPT conseille d'aller vers les 32 heures. Donc, il ne s'agit pas de le rendre obligatoire. Moi, j'avais critiqué les 35 heures. Pour que les choses elles soient claires, justement, quand vous dites la semaine de 4 jours, c'est 32 heures par semaine ou c'est 35 heures sur 4 jours? Non, alors nous, ce qu'on dit, c'est que si on ne veut pas que les gens soient crevés, il y a des gens, par exemple, Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, son discours d'investiture, avait dit « j'ai expérimenté », d'ailleurs, sa langue avait fourché, la semaine en 4 jours. Et il avait voulu faire des journées plus longues. Et sur 300 salariés à qui il avait proposé, il y avait 3 salariés qui avaient dit que ça les intéressait, parce que si vous avez des journées trop longues, ça peut être fatigant, si vous avez des temps de transport, si vous avez des enfants. Donc la semaine, des journées trop longues, il y a beaucoup de métiers pour lesquels ça ne va pas. Et par contre, nous, ce qu'on dit, c'est la vraie semaine de 4 jours, c'est en 32 heures, avec des aides pour les entreprises qui vont créer des emplois. Et je laisserai la parole à Shannon juste en disant, souvent on dit que c'est moi qui ai lancé le débat il y a 30 ans, mais en fait, juste avant que je fasse ma première tribune, j'étais doublé par Antoine Riboud, celui qui a vraiment lancé le débat. 5 colonnes à la une du journal Le Monde, c'est Antoine Riboud, le patron de Danone. Qui avait dit en septembre 93, il faut passer à 32 heures sans étape intermédiaire, avec des aides financières pour les entreprises qui créent de l'emploi. Au lieu de financer le chômage, on crée de l'emploi et on finance la création d'emplois. Shannon Seban, quel est le regard des Républicains sur cette initiative ? Écoutez, je crois que la question qu'on se pose effectivement, qui est celle de semaine de 4 jours ou pas semaine de 4 jours, elle nous invite aussi à poser un débat qui est beaucoup plus large, qui est le rapport des Français au travail, notamment depuis la crise Covid, qui a en quelque sorte fait du télétravail la norme. La réalité, c'est que je crois qu'il y a aujourd'hui urgence à réconcilier les Français avec le travail. Ce qu'on voit, c'est que depuis plus de 40 ans maintenant, notre modèle économique et social, il a dérivé, et qu'on a aujourd'hui un modèle qui est à bout de souffle.
Et quand vous voyez que dans la 7e économie mondiale, vous avez un bon nombre de Français, de salariés à temps plein qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, c'est qu'il y a urgence à agir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses sociales, elles ont explosé dans notre pays et elles reposent sur deux choses, le travail et les entreprises. La réalité, c'est que quand vous regardez la compétitivité des entreprises, elle a baissé, et que quand vous regardez par ailleurs le pouvoir d'achat des salariés, lui aussi, il a baissé. Donc c'est là où il y a un problème. Et notre conviction aujourd'hui chez les Républicains, les propositions que nous avons faites il y a maintenant quelques semaines, elles visent aujourd'hui non pas à travailler moins, mais à travailler plus et surtout à avoir un travail qui paye mieux. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et une des mesures phares de notre programme, c'est aujourd'hui de libérer le temps de travail et de supprimer toutes les cotisations sociales, qu'elles soient salariales comme patronales, au-delà d'un seuil de 1623 heures par an, contre aujourd'hui un cadre légal en France qui est de 1607 heures par an. Voilà. Donc, ça permettra d'avoir un salaire net. D'ailleurs, Bruno Retailleau, si je peux juste terminer sur ce point, ça permettra d'avoir aujourd'hui un salaire net qui soit plus élevé pour le salarié, sans que cela engendre des coûts supplémentaires pour les employeurs. C'est ça aujourd'hui le problème et c'est là aujourd'hui où nous avons une inadéquation sur le marché du travail. Donc la position, pour résumer, elle est très claire, c'est travailler plus, non pas travailler moins. Par contre, avoir un travail qui soit beaucoup plus rémunérateur et redonner aujourd'hui toutes ces lettres de noblesse, si je puis dire, à cette valeur travail. Benoît Serre, est-ce qu'il y a une demande des salariés d'abord aujourd'hui sur cette semaine de 4 jours ou est-ce que c'est une illusion pour eux ? Non, enfin, il n'y a pas plus de demande que de ça, parce que le débat, il a été posé, c'est entre semaine de 4 jours ou semaine en 4 jours. Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec Pierre Larritureau, on a un sujet, c'est que depuis 25 ans, et la crise Covid l'a prouvé, mais on le savait avant, et vous avez une intensification du travail extrêmement forte, et ce qui fait qu'il y a un sujet autour de ça. Maintenant, je pense que le sujet, c'est un bon sujet de se parler de ça, parce qu'on voit bien que l'organisation du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça ne peut pas durer en fait. Et ça ne va pas pouvoir durer. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut réduire le temps de travail ? Moi, je suis un petit peu dubitatif là-dessus, parce qu'on est en train d'expliquer aux Français depuis des années qu'il faut travailler plus longtemps dans la vie pour payer la retraite. Maintenant, c'est moins longtemps dans la semaine. Enfin, plus personne n'y comprend rien. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on va restaurer le travail. En revanche, les recommandations de l'IGAS sur le management, et un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a pas une aspiration très forte. Il y a une deuxième dimension, et vous avez rappelé les chiffres du télétravail. Attention, hein, le télétravail, ça concerne au maximum aujourd'hui 30 à 35% des gens. Et donc, je crains que ces semaines de 4 jours, et quand vous regardez les 12% d'entreprises qui les utilisent, c'est beaucoup d'entreprises de la tech ou de petites entreprises. Et bien, l'école bleue, ça ne dirait pas que l'école bleue ne pas le télétravail. En plus, ils n'auront pas non plus la semaine de 4 jours, parce qu'une usine, c'est même s'il y a des aménagements. Donc il faut faire attention à ne pas fracturer un monde du travail qui déjà est en souffrance. Oui, et de créer un monde du travail à deux vitesses, entre ceux qui bossent 4 jours parce qu'ils sont dans un secteur qui le permet. Oui, et surtout dans une même entreprise, vous faites cohabiter. Moi, j'étais dans une entreprise où L'Oréal, comme vous savez, j'avais 50% des gens qui étaient col bleu et 50% col blanc. Et c'est extrêmement dangereux d'avoir une espèce d'économie à deux vitesses. On a eu le risque avec le télétravail. Et puis, le dernier point, en revanche, je pense que c'est très bien que les candidats à la présidentielle ou au Parti socialiste et républicain, qui vous voulez, se saisissent du sujet de l'organisation du travail dans ce pays, de qu'est-ce que le travail finance, qu'est-ce qu'il ne finance plus, parce que l'écart brut net qui a été rappelé, les conditions de travail et le besoin d'un plus fort équilibre du privé professionnel sont des vrais sujets. C'est de ça dont les salariés nous parlent. Et je pense que c'est très important que le personnel politique se saisisse de ce sujet qui doit être un sujet majeur de l'élection présidentielle. Il ne l'a pas été en 2022 à la sortie du Covid, et c'est bien dommage. Et moi, je suis content de voir que vous organisez ces débats. Après, pour, contre, c'est pas le sujet. Au moins, on parle du fait qu'on ne peut pas continuer à maintenir cette société du travail qui n'est pas satisfaisante pour les gens. Et de toute façon, la démographie fait que les salariés auront beaucoup plus de poids demain qu'ils n'en ont aujourd'hui. Olivier Ravanello. Je ne comprends pas les termes du débat, donc il faut que vous m'éclairiez. Où on parle de semaine de 32 heures, comme on a parlé des 35 heures à un moment donné, et voilà, ça a passablement agité le pays. Et donc, voilà, c'est un débat. Ou alors, le débat des 4 jours, et on l'entendait dans le reportage, c'est un débat d'organisation du temps de travail. C'est les 35 heures, on les fait sur un nombre de jours plus limité, mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir.
Bon, c'est des choses qui sont liées. Et après ça, nous, ce qu'on dit, c'est que... mais c'est aussi Antoine Riboud qui dit que tant qu'à réduire le temps de travail, ce qui compte, c'est les jours. Dans beaucoup de métiers, vous êtes journaliste, vous faites des journées complètes, vous n'arrêtez pas au bout de 7h50, mais il y a plein de rédactions, il y a des journalistes qui font 4 jours et d'autres journalistes font le week-end. Chez Maminova, pour dire que contrairement au télétravail, le télétravail, effectivement, a pu fracturer les salariés en disant ceux qui peuvent en profiter et ceux qui doivent continuer à aller au boulot. Tandis que, par exemple, il y a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. C'est pas du pipeau. Chez Maminova, si vous mangez un yaourt Maminova, du jambon fleuri Michon. Là où je rejoins Benoît Serre. Je finis en disant que tous les salariés, aussi bien le directeur général, la directrice financière, les ouvriers, les commerciaux, tout le monde est passé à 4 jours, 32 heures de façon souple et on a créé des emplois et on a enrichi le travail. Parce que le directeur général passe à 4 jours. Donc il fait des journées longues, il est toujours cadre dirigeant, mais il ne fait que 4 jours au lieu de 5. Donc il a du temps pour vivre, ça lui change son équilibre. Et il y a des choses qu'il ne fait plus, qu'il donne à son numéro 2. Mais son numéro 2 est passé à 4 jours. Donc là, on crée un poste d'encadrement. Et jusqu'aux ouvriers, il y a un jour par semaine où le contremaître n'est pas là. Et il faut que les ouvriers puissent répondre aux clients. Donc on a enrichi le travail. Il y a eu 20 jours c'est bon, ça n'a pas du tout l'air de vous convaincre, la démonstration de Pierre Larouturou. Ils sont tous et toutes passés à 4 jours, 32 heures. On a 400 entreprises avec une exonération qui dit si l'entreprise crée des emplois, dans le bouquin qu'on avait fait avec Michel Rocard, on avait mis l'accord de chez Maminova, une vraie entreprise de 800 salariés qui vendent du gruyère et des yaourts chez Carrefour et chez Leclerc. Ils ne pouvaient pas augmenter d'1 centime la masse salariale. 800 salariés, tous les métiers passent à 4 jours, 32 heures de façon souple. Ils ont embauché 130 personnes. Ça fait 130 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Sans modification du salaire. Oui. Oui, tout à fait. C'était encore une fois. Sans augmentation de la production de Maminova non plus. Non, le volume d'activité reste constant. Mais donc, à la fin, en bas de votre échelle, il faut embaucher. Eh bien, c'est le but. Quand il y a 7 millions de chômeurs, je vous rappelle si vous n'augmentez pas votre production, vous n'augmentez pas votre chiffre d'affaires, vous n'augmentez pas vos bénéfices, comment vous créez des emplois? Il faut 100 000 heures de travail pour faire X tonnes de yaourt. Voilà. Ça marchait avec 800 salariés. Avant, la première fois que j'ai vu le patron de Maminova, ils étaient tous à 5 jours, 40 heures, voilà, et ils faisaient leur yaourt. Et puis on lui a dit, attendez, avec Gilles de Ropien, qui était le patron, le député MoDem à l'époque, on a une idée, rien d'obligatoire, mais les entreprises qui voudront expérimenter la semaine de 4 jours, 32 heures, et si elles créent des emplois, la nouveauté, c'est que depuis 30 ans, on donne des baisses de cotisation sans avoir une condition. Tandis que nous, on a dit rien d'obligatoire, mais vous aurez une exonération très forte. Vous ne payerez plus vos cotisations chômage. Donc, dans l'accord de financement, pendant 15 ans, ils ne payent plus les cotisations chômage parce qu'ils ont créé des emplois. Vous financez le delta par une absence de cotisation. Parce qu'ils ont créé des emplois. Parce que quand vous embauchez 130 personnes, ils ont embauché 130 personnes en CDI. Donc, ça fait moins de chômeurs à payer et ça fait des gens qui gagnent leur vie, qui payent de la TVA et qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Je finis avec comme Benoît je vous laisse toujours finir, mais vous monopolisez un peu la parole, monsieur Larouturou. Je finis la question des retraites ici. On a des points de convergence et des points de débat avec Shannon. Mais sur la question des retraites, justement, ce qu'on disait avec Michel Rocard et d'autres, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les gens certains ne veulent pas continuer plus longtemps? Parce qu'il y a des métiers où vous êtes crevés. Voilà. Et par contre, si on passait à 4 jours avec des créations d'emplois, effectivement, on voit que les gens, toutes les entreprises, même... Ce n'est pas des gens de gauche. Le patron de Fleury Michon, il était au Conseil général avec Philippe de Villiers. Moi, ça me frappe toujours de voir la droite qui, a priori, est hostile. Il y a 100 ans, il a fallu que le pape Léon XIII mette son poids dans la bataille pour obtenir la semaine de 6 jours. Parce que déjà, les gens disaient c'est une bonne idée, mais on ne peut pas le faire. Et Léon XIII avait mis son poids dans la bataille. Je vais l'interrompre, on va lui couper le micro. Il n'y a pas de problème et c'est très intéressant ce que vous dites. Et merci de contextualiser les choses. Moi, la question que je me pose fondamentalement derrière tout ça, c'est... Quand on dit qu'on veut passer, quand j'entends des propositions qui disent qu'on veut passer à 32 heures, 4 jours, etc., quel est le but derrière? C'est quoi? C'est améliorer le bien-être au travail? C'est la santé mentale des Françaises et des Français qui est en jeu? C'est ça véritablement qui m'intéresse. Si c'est ça aujourd'hui la priorité, moi je suis favorable et au sein des Républicains, nous sommes davantage favorables aujourd'hui parce que c'est la priorité numéro 1 des Français. Je vous invite à regarder notamment les sondages d'opinion. La priorité numéro 1 aujourd'hui des Français, après la sécurité, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est la question du pouvoir d'achat. Et donc, le travail aujourd'hui, c'est aussi lié au pouvoir d'achat. Donc, dissocier ce débat et n'en faire qu'une question d'organisation du travail, je crois que c'est complètement déconnecté de la réalité du terrain et des aspirations des Français. C'est pour ça que la question aujourd'hui qui doit se poser, c'est une réflexion beaucoup plus large. C'est pas 32 heures, 4 jours. La question qui doit se poser, c'est pouvoir redonner de la compétitivité aux entreprises, pouvoir redonner aux Françaises et aux Français la possibilité de terminer leur fin de mois avec une certaine aisance, de leur redonner du pouvoir d'achat et surtout de sortir de cette logique
de chômage ou d'assistanat, comme parfois on aime à l'appeler. Nous, parmi nos priorités, justement, ce qu'on propose, c'est le RIA, c'est justement un revenu qui permettra de remettre les gens sur le chemin du travail. C'est de réviser les conditions d'indemnisation pour avoir accès au travail, de revoir toutes ces questions-là de rupture conventionnelle. C'est ça aujourd'hui la priorité. C'est pas de se dire on réduit le temps de travail, mais là, tout va bien se passer. Mariette. La priorité, c'est de revoir aujourd'hui tous ces instruments qui régissent aujourd'hui notre politique du travail et de changer aujourd'hui le rapport qu'ont les Français au travail. Mais aussi le vocabulaire. Je pense que tous les deux, vous avez le défaut, d'une certaine façon, si je peux me permettre, de quantifier vraiment les choses, alors que ce que nous disent les gens, en fait, et là le vocabulaire est très important. Qu'est-ce que c'est l'organisation au sens propre du terme? C'est pas simplement des chiffres. Si on prend le mot organisation, il a la même étymologie que l'organe humain. Et quand les médecins travaillent sur le stress, la santé mentale au travail, c'est ça la nouveauté depuis 30 ans. Eh bien, c'est ce miroir-là qu'ils donnent. Et ça se fait pas avec des chiffres et ça se fait pas non plus avec de la posture idéologique, la valeur travail d'un côté ou la valeur temps libre de l'autre. C'est un débat traditionnel. Sur la considération du bien-être. Oui, mais justement, les nouvelles générations obligent à penser le travail de manière qualitative. Et je pense que Benoît Serre ne dira pas du tout le contraire. C'est lui qui a dit organisation. Non, mais effectivement, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, mais le vrai sujet dans les entreprises, c'est ce que nous disent les salariés, les jeunes comme les moins jeunes, c'est effectivement la manière dont on travaille. Ça fait 30 ans dans ce pays qu'on explique que le travail, c'est que de la souffrance. Souvenez-vous, au moment de la réforme des retraites, les principaux arguments des opposants, c'était de dire « vous allez nous voler 2 ans de vie ». Je ne pense pas que ce soit en développant des idées autour de 32 heures, 4 jours, qui consistent à confirmer qu'après tout, moins on travaille, mieux on se porte, que ça va nous aider. Deuxième point, la productivité en France est en train de baisser. La France a longtemps été un pays très particulier qui travaillait un peu moins en termes d'heures, mais qui avait une productivité supérieure aux autres. Ce n'est plus le cas. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis le troisième point, sincèrement, j'ai un peu de souvenir quand même des 35 heures, vous avez promis Monts et Merveilles, on a vu ce que ça a donné, et en termes de création d'emplois, et en termes d'organisation des entreprises. Je crois que le plus important, c'est que ce débat ait lieu, mais avec une idée toujours. Laissez les entreprises adapter l'organisation qui leur paraît le mieux. Dès lors qu'il y a par le dialogue social évidemment, dans l'entreprise, dès lors qu'il y a des réglementations, des poussées politiques à 32 heures, moi j'ai eu des revendications à 28 heures. Enfin, sincèrement, il y a un moment où quand vous expliquez aux gens qu'ils vont travailler 32 heures et qu'ils vont gagner autant, c'est pas vrai. Parce que l'entreprise, elle ne tient pas. Elle ne tient pas dans le temps. Et l'argument consistant à dire ils embaucheront des gens, je vous ai entendu, M. Larouturou, dire comme ça, l'adjoint, ça créera un emploi. Les entreprises, grandes et petites, luttent, et notamment dans la nouvelle économie, contre la surhiérarchisation, qui fait perdre de la valeur au travail, qui fait perdre de l'intérêt au travail des gens. Je pense qu'il faut vraiment avoir ce débat, élargir le débat. Je n'ai jamais dit que le travail était une souffrance catastrophique. J'ai dit justement qu'après le Covid, les gens disent on veut en même temps avoir un travail, c'est très important, et en même temps avoir du temps pour vivre. Donc évitons les caricatures. Voilà, jusqu'à maintenant, je trouvais que vous n'étiez pas dans la caricature. Voilà. Après ça, avec Shannon, je pense qu'on peut avoir un point de convergence sur comment faire que le travail paye plus. Il y a un vrai sujet, comment on finance la protection sociale en élargissant. OK, mais ça ne doit pas... Oui, il faut une vision globale, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours botter en touche depuis 40 ans sur la question du temps de travail. Je ne voudrais pas être gênant, mais un des premiers qui nous avait soutenu en 1994, c'était Michel Barnier, qui avait fait un livre où il expliquait qu'il fallait un référendum sur les 32 heures. Il avait dit on a tort de se moquer, vu les gains de productivité. Si on veut éviter une catastrophe et un chômage de masse, Michel Barnier, qui est de le même parti que vous, avait dit qu'il fallait passer à 4 jours 32 heures. Et il y a plein de patrons de droite qui, autant ils étaient hostiles aux 35 heures parce que c'était imposé, mais étaient d'accord pour dire que si on veut le faire dans l'entreprise, autant qu'on ait des aides financières. Donc c'est toujours étonnant de voir que la droite veut faire des baisses de cotisation, des baisses de cotisation, des baisses de cotisation. Mais quand on dit qu'il faut que la baisse de cotisation soit seulement s'il y a des créations d'emplois, parce que sinon ça fait juste du déficit, là vous n'êtes plus d'accord. Juste sur les 35 heures, je me permets, et juste pardon, sur la question. Donc oui, il y a la question de la santé. Il y a plusieurs raisons. De même, on a tous des dentifrices triple effet qui font en même temps vous protègent les gencives, tout ça. Eh bien, la semaine de 4 jours, il y a des entreprises, c'est pour éviter des licenciements. Avant-hier, je parlais avec quelqu'un de Mondial Assistance. L'arrivée de l'intelligence artificielle va supprimer 200 emplois. Quand on a une voiture qui est en panne, on appelle ces gens qui nous aident. Et bien là, on leur dit qu'il y aura 200 personnes qui vont partir. Voilà. Et donc
Donc oui, si on peut éviter des licenciements, c'est très bien. Ailleurs, c'est pour faciliter les recrutements. Ailleurs, c'est pour faciliter l'accès à la formation. Je me souviens d'un débat avec Jean Gandois qui dit, où il y avait un ouvrier qui était le patron du patronat à l'époque. Un ouvrier disait, ça fait 20 ans que je n'ai pas mis le nez dans un livre, ça fait 20 ans que je suis dans la même PME, on n'a jamais du temps pour se former. Je crois que chaque secteur d'activité, si je peux juste me permettre de reprendre la parole sur ce point-ci, vouloir généraliser la semaine, comme vous le préconisez, à 32 heures en 4 jours. À quel moment j'ai dit généraliser? Est-ce qu'on peut avoir un débat entre adultes? À quel moment j'ai dit généraliser? À quel moment j'ai dit entreprise par entreprise, permettre une négociation? Mais laissez-moi parler. Déjà, quel est le rapport avec le débat entre adultes? Je me permets de vous interpeller et de vous répondre. C'est un débat. Donc je ne vois pas le rapport avec le fait qu'on soit adulte ou pas. Je n'ai jamais dit généraliser. Est-ce que je peux terminer? Oui, merci beaucoup. La question qui se pose, c'est que quand on parlait justement de la semaine de 35 heures à l'époque, on avait eu une promesse de 700 000 créations d'emplois. La réalité, c'est que on n'a pas eu 700 000 créations d'emplois dans notre pays. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'argument qui consiste à dire que réduire le temps de travail permettra automatiquement d'augmenter le nombre de créations d'emplois, c'est une illusion. C'est une illusion. Par contre, aujourd'hui, la réalité qui se pose, et ça c'est un vrai débat, c'est la question effectivement du rapport au travail qu'on a de manière générale et la question aujourd'hui des dépenses sociales. Et ça, je pense qu'on ne peut pas décorréler les deux. Mais de dire qu'aujourd'hui, que c'est la solution, que c'est une révolution, que la semaine de 32 heures avec 4 jours, ça permettra de résoudre tous les maux de la planète, c'est une illusion parce qu'à la fin des fins, qui est-ce qui paye? Quand vous diminuez le temps de travail au sein d'une entreprise, soit vous embauchez moins, soit vous produisez moins, soit vous baissez les salaires. Il y a un moment où c'est systémique. Il y a un moment où ça ne fonctionne pas. Donc dire que c'est la solution magique, je crois que c'est assez illusoire et déconnecté des réalités du terrain. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte pour en parler. Merci Benoît Serre d'avoir été avec nous également. Vous êtes coprésident du Cercle Humania, think tank des directeurs des ressources humaines. Et j'espère que d'ici 2027, en effet, ce sujet du temps de travail, de l'organisation du travail, de l'entreprise reviendra. Il faut le faire. C'est très, très important parce que les gens veulent de la liberté d'organisation. Ils ne veulent pas moins d'heures. Ils veulent être plus libres dans leur organisation. Merci infiniment. Tout de suite, c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. Marco, vous êtes très libre, Marco, dans votre travail, ça va? Oui, ça va, tout va bien. Ça va. Bourbon Express, ce soir, d'abord les bénéfices de Total Energy. On en avait parlé hier avec Fanny Guinochet, bénéfices qui s'envolent. À gauche, vraiment, ça passe pas du tout. Et la pression monte aussi sur le gouvernement maintenant. Oui, pour la gauche, c'est clair. Total profite de la guerre au Moyen-Orient. Hier, le géant français des hydrocarbures a annoncé 5,8 milliards d'euros de bénéfices nets, plus 51% sur un an. Pourquoi faire, se demande l'écologiste François Ruffin, pour investir sur l'avenir, pour sortir des énergies fossiles, non pour relever les dividendes, a-t-il tweeté. L'insoumis Manuel Bompard lui emboîte le pas. Quand la Macronie va-t-elle cesser de prendre le peuple pour une vache à lait au bénéfice des actionnaires de Total? Offensive du PS aussi ce matin dans les matinales. C'est le Père Noël pour eux, le détroit d'Ormuz. Ses profits, rien ne les justifie. Gagner de l'argent parce que la guerre existe et parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui en souffrent, oui, il y a une forme d'indécence. La priorité, c'est de faire baisser le prix à la pompe par tous les moyens. Et que cela coûte d'abord à ceux qui s'enrichissent de cette crise. Et dans la foulée, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole et a dégainé un texte. Oui, une proposition de loi pour taxer les super profits des géants de l'énergie, ceux qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires, avec des bénéfices supérieurs de 20% à la moyenne des 3 dernières années. Selon le PS, la mesure apporterait 2 milliards d'euros et permettrait de financer un coup de pouce aux automobilistes. Le gouvernement, de son côté, n'exclut pas une telle taxe sur les pétroliers, mais refuse de faire du total bashing. Dans un moment de crise pétrolière grave, avoir un pétrolier national, c'est aussi un outil de souveraineté. Un outil de souveraineté, dit le gouvernement. De son côté, Total a annoncé aujourd'hui la reconduction du plafonnement des prix des carburants dans ces stations jusqu'à tant que la crise durera, je cite. Le prix de l'essence restera donc plafonné à 1,99 € le litre, jusqu'à 2,25 € pour le diesel. On poursuit, Marco, avec l'audition aujourd'hui de Bruno Le Maire devant la commission d'enquête sur les fonds spéculatifs qui fragilisent l'industrie française. Audition assez tendue. Oui, on a eu droit à plusieurs passes d'armes entre la rapporteure de la commission, la députée insoumise Aurélie Trouvé, et Bruno Le Maire. Ça a commencé dès le début de l'audition à propos du bilan de l'ancien ministre de l'économie.
Les dégâts ont été très concrets, souvent irréversibles, avec un recul, par exemple, de la capacité productive et industrielle de la France. Oui, l'emploi industriel s'est effondré dans la France pendant 7 ans. Oui, il y a aujourd'hui un record de défaillance d'entreprises. Comment pouvez-vous dire que nous avons détruit de l'emploi industriel ? Mensonge, nous avons créé 120 000 emplois industriels. Nous avons tous un devoir de vérité. Et vous n'avez pas un droit de mensonge, Madame la rapporteure. Et ces accusations de mensonges ne sont pas passées auprès d'Aurélie Trouvé. On peut avoir un débat, d'accord ? Mais je crois que vous n'êtes pas là pour dire aux représentants du peuple qu'ils mentent et à une rapporteure qu'elle ment, alors qu'il s'agit en fait d'un profond désaccord sur le bilan, sur vos 7 ans de bilan. Et je pense que beaucoup de Français aujourd'hui partagent ce que je suis en train de dire. Si cette commission d'enquête est un tribunal politique, je ne réponds plus à vos questions. Voilà, c'est clair. Le président de la commission d'enquête, Emmanuel Mandon, est intervenu pour rappeler que ce n'était ni le lieu ni le moment pour tenir ce type d'échange. L'audition s'est poursuivie, mais elle est restée tendue. Et on termine, Marco, avec cette alerte du directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vincent Strubel était entendu ce matin par la commission d'enquête sur les dépendances du numérique et les risques pour l'indépendance de la France. Il a dressé un état des lieux préoccupant de nos vulnérabilités, aussi bien pour les entreprises que pour l'État. Parmi les points inquiétants, notre dépendance aux technologies américaines et chinoises qui posent un vrai problème de souveraineté. Si demain, pendant 6 mois, nous sommes privés d'accès à la technologie américaine, nous sommes privés de mise à jour des logiciels américains, eh bien, nous aurons un problème énorme, mais partout. Parce que les mises à jour, si on ne les applique pas toutes les semaines, oui, le niveau de sécurité se dégrade rapidement. Une dépendance qui n'est pas toujours visible en plus, car on ne sait même pas ce qu'il y a dans la plupart de nos logiciels, selon Vincent Strubel. Aujourd'hui, et c'est une réalité, on a accès à beaucoup plus d'informations quand on achète une saucisse. On peut remonter jusqu'au cochon qui a donné de sa personne pour faire la saucisse que quand on achète un logiciel. Voilà, morale de l'histoire, mieux vaut acheter une saucisse, c'est plus prudent. Ah bah oui, mais ça ne fera pas tourner ton ordinateur. Merci Marco, merci à tous les deux d'avoir été là ce soir dans Chaque Voix Compte. Merci Mariette et merci Olivier, passez un très bon 1er mai, une bonne fête du travail. Merci à vous de nous avoir suivis, l'émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et en replay évidemment sur lcp.fr. Passez une excellente soirée sur la 8.